Si, presque tout a été dit par notre ami Khawla Taleb. Oh non, non, moi tu voudrais faire. En plus, je suis pas du tout spécialiste. Alors, je veux toujours inscrire mon intervention en droite ligne de ce qui a été dit ce matin, qui est extrêmement important pour comprendre la configuration du déclenchement de la lutte de libération, la lutte armée dans le nord constantinois. On ne peut absolument pas engager cette étude si on n'a pas à l'esprit tout ce qui a été le produit des recherches dont il a été fait ce matin, et puis d'autres recherches qui ont précédé par les pionniers, par les fondateurs d'une histoire de l'Algérie coloniale. Avant toute analyse des maquis du nord constantinois, il y a lieu de retracer d'une manière succincte ce qu'étaient ces maquis dans la représentation de ceux qui en ont été les chefs. C'est la raison pour laquelle je partirai de témoignages qui m'ont été confiés par Slimane Lakhdar Ben Toubal, chef de la Wilaya 2, ministre du GPRA, membre du Conseil interministériel de la guerre, Ali Kafi, chef de la Wilaya 2 et membre du CNRA, Ahmed Belabed, chef de zone, membre du Conseil de Wilaya 2, et Tahar Bouderbala, dit Tahar Al-Annabi, chef de zone, membre du Conseil de la Wilaya 2, tous ces témoignages recueillis entre 1980 et 1985. Je le fais délibérément parce que je m'inscris quelque part en faux par rapport aux tentatives de balisage de la réflexion sur notre histoire par un certain nombre d'interventions préliminaires sur le rapport entre mémoire et histoire. Et j'en dirai deux mots en conclusion. Donc, tout ce que vous allez entendre est pris essentiellement à partir des témoignages directs, des acteurs directs et des témoins directs de ce qu'a été le maquis du nord constantinois. Car traiter des maquis n'est pas seulement parler de groupes armés ou d'unités de combat dispersées, d'hommes en armes qui se seraient lancés à l'assaut d'une armée étrangère soutenue par des moyens colossaux et soutenue par une population coloniale, comme il a été montré ce matin, qui de plus en plus se radicalise vers une forme d'ultra-France. La guerre d'Algérie n'a pas été une guerre au sens classique du terme, et s'en tenir à cette conception purement militaire, c'est céder à un point de vue réducteur, pour le moins. Dans l'esprit de ceux qui ont déclenché la lutte armée, l'idée dominante est qu'ils sont engagés dans une guerre révolutionnaire. D'ailleurs, la terminologie utilisée en arabe par les maquisards renvoie plus à la notion de révolution, sawra, qu'à celle de guerre, al-harb. Pour s'en convaincre, il y a lieu tout d'abord de rappeler que l'ensemble des membres du commandement de la Wilaya 2, nord constantinois, ont appartenu à l'aile radicale du mouvement nationaliste indépendantiste, c'est-à-dire au Parti du peuple algérien, et du même coup, certains d'entre eux, sinon la plupart, ont appartenu aussi à l'organisation spéciale, l'OS, et donc ont vécu les dures conditions d'une action politique insurrectionnelle bien avant 1954. Des circonstances historiques et politiques particulières qui ont été rappelées par Khawla Taleb à l'instant, que nous n'aurons pas l'occasion malheureusement de développer dans cette intervention, ont fait que la plupart des éléments qui sont passés à l'action armée en novembre 1954, à l'exception de trois d'entre eux, c'est-à-dire Aïd Ahmed, Ben Bella et Ben Boulaïd, étaient des militants anonymes sans visibilité particulière dans la structure même du parti PPA-MTLD. C'est extrêmement important à rappeler pour cela. Nous le verrons un peu plus tard. Ce dernier, le parti, en pleine crise de direction, n'était pas prêt à leur servir de réserve en hommes, ni même de cadre organisationnel. Il n'en restait finalement que le cadre doctrinal, idéologique et politique. Ils ont donc été acculés à se lancer dans l'aventure d'une guerre révolutionnaire sans l'appui logistique et politique de leur propre parti et sans que leur acte soit compris par la majorité des militants nationalistes et encore plus par la majorité de la population qui les connaissait encore moins. Cet événement éclaire le fait que ce groupe du 1er novembre 1954 a dû créer ex nihilo les conditions de son propre combat. Dès les premières escarmouches, il a découvert les dures contraintes de la guerre de Kéria
et appris à composer avec la diversité sociologique d'une société rurale, celle des populations montagnardes avec leur système de notabilité, avec leurs ordres claniques et clientélaires qui ont été développés ce matin, et leurs assemblées traditionnelles, leurs mœurs et leurs coutumes locales, c'est-à-dire les réseaux confrériques, c'est-à-dire aussi les réseaux maraboutiques, ça veut dire aussi les shu'ba du mouvement réformiste musulman algérien, des ulama, et ainsi de suite, sans parler des notables de l'administration. Par la force des choses, c'est sur cette diversité que les maquis vont bâtir leur première base d'appui. Ici, les témoignages concordent pour en décrire les circonstances. Je passe sur le témoignage en lui-même. Peu d'armes, une confiance limitée en ce peuple qu'il devait libérer et inversement, une confiance limitée de ce même peuple envers ses porteurs d'armes sortis de nulle part, ne possédant aucune légitimité au sens où il a été dit dans les rapports de synthèse à propos des chefs charismatiques et d'autres chefs du mouvement politique du Nord constantinois. Donc, aucune légitimité et ne répondant à aucun système de référence connu. Pas de structure de parti, ni de cellules, ni de secteurs, ni de zones. Seuls existaient des groupes épars appelés Armée de Libération Nationale, Jeish Tahrir. Et comme le pays profond et celui de la montagne et des campagnes reculées est marqué par la diversité, pendant les premiers mois, sinon les premières années de la lutte de libération, la structure des maquis a reflété cette diversité fondamentale dans ses formes d'organisation. Dans cette région, passé le premier choc provoqué par la rencontre avec le dur principe de réalité, il a fallu aux insurgés, je mets entre guillemets insurgés, s'imposer politiquement et militairement, car il s'agissait là d'un impératif primordial de survie en situation insurrectionnelle. Ce sont encore une fois les circonstances qui ont amené ces premiers maquis à jeter les bases de ce que l'on pourrait appeler un appareil d'État embryonnaire, celui d'un nouveau référent central logique, autant que d'une nouvelle légitimité. Il fallait en effet, tout à la fois, contester le monopole de la violence à la France et mettre en place un dispositif de gestion des temporalités capable de se substituer à la puissance tutélaire, non pas seulement à la puissance tutélaire de la France, mais à la puissance tutélaire du Parti nationaliste et à la puissance tutélaire des notables de la région. Tout au long des premiers mois, l'organisation a buté tant sur l'absence d'expérience de ces hommes en armes que sur les pesanteurs sociologiques dont je viens de parler. Il fallait absolument trouver une issue pour impliquer ce peuple dont on voulait la libération. Ce qui a été dit aussi ce matin et hier à propos du 20 août 1955 entre directement dans cette logique. Ce n'est en fait qu'en août 1955 que Zihrout Youssef ouvre la voie en déclenchant une levée en masse de la population et en la lançant à l'assaut des centres de colonisation. Je tiens à souligner sur ce point ici que la décision a été prise en conseil de wilaya par Zihrout Youssef qui s'est isolé pendant 3 jours et qui est revenu au conseil de wilaya en disant voilà maintenant ce qu'il y a lieu de faire pour sauver les derniers groupes survivants de premier choc avec l'armée coloniale française entre novembre 1954 et août 1955. C'est-à-dire qu'en fait, les unités armées de l'armée de libération nationale étaient menacées d'extinction. Il est intéressant aussi de relever sur ce point que cette décision du maquis nord-constantinois contrevient au premier principe édicté par le rapport de 1948 qui déclare la guerre de libération ne sera pas un soulèvement en masse. C'est extrêmement important aussi de voir que ceux qui ont été formés dans le moule de l'organisation spéciale avec une doctrine, avec des rapports d'orientation, sont tenus en août 1955, en tout cas pour le nord constantinois, de déclencher un soulèvement en masse. Les tâches, après le 20 août 1955, les tâches augmentent et avec elles les besoins en organisation. Pourquoi ? Comme il a été dit par Jean-Charles Geoffrey aussi ce matin, l'armée française a servi de sergent recruteur. Des populations entières ont voulu rejoindre l'armée de libération nationale pour se protéger en fait. Et donc il a fallu à l'armée de libération nationale
qui était en voie d'extinction, repenser complètement son dispositif. Donc de la mise sur pied des unités de combat et de leur logistique, les maquis sont passés à l'organisation civile du peuple. Des comités de douars sont créés avec une branche chargée de la justice, une autre des cotisations, une troisième de l'état civil, une autre enfin du ravitaillement de l'ALN ou, dans certaines circonstances, de l'aide alimentaire apportée par les unités de l'ALN aux populations. À partir de ce moment, le rapport est en train de s'inverser. Ce n'est plus la population qui vient en aide et qui assiste les unités de l'ALN, ça devient un fait inverse, il y a une levée d'impôts et c'est les unités de l'ALN qui commencent à faire de la redistribution. Le responsable politique du douar, qu'on a donc pratiquement mis en place pour remplacer les anciens chouyours des Jma'a, était le coordinateur de toutes ces activités et de leur structuration. Les unités armées de passage par le secteur étaient sous sa responsabilité. Il devait leur trouver un refuge, leur procurer des informations, de la nourriture. Seul le chef de secteur militaire échappait à son autorité. Ce dernier réunissait tous les chefs de douar, leur donnait des directives politiques et répartissait les actions à entreprendre. Le même principe d'organisation se retrouvait au niveau de la région et aussi celui de la zone. 3 douars formaient un secteur, 3 secteurs une région et 3 régions une zone. Cette organisation était valable pour les campagnes, tandis que dans les villes, les structures variaient. Il a été rappelé ce matin le point important de Constantine, le point important de Skikda. Il n'est pas gratuit ce qui a été dit ce matin à propos du 8 mai 45 ou du 20 août 55 sur un certain nombre d'autres cités, d'autres agglomérations, comme Ain Abid, par exemple, Harrouch, ou bien encore Guelma, ou encore Mila et El Milia, qui se sont substitués au silence de Constantine entre novembre et août 1955. Ainsi, le Nord constantinois était arrivé au 20 août 1956, date du congrès de la Soumam, avec un embryon de structure para-étatique, avec ses commissions judiciaires, ses services d'état civil. Il y avait même un service de garde forestier et des darkis, des gendarmes, qui, sans être sous l'autorité directe de l'armée de libération, dépendaient des directions des maquis. Pour conclure cette partie, il faudrait écouter ceux qui ont eu à mettre toute cette organisation en place, une organisation que l'on appelle grossièrement les maquis, mais qui en fait s'est avérée être beaucoup plus qu'un territoire occupé, une sorte de contre-État, une entité souveraine opposée à l'autorité administrative et militaire de la France. Il disait en ces termes, et je cite Bentobal, « Dans la campagne, on peut dire qu'à un certain stade, l'organisation dépassait le côté insurrectionnel. C'était pour ainsi dire le commencement d'installation d'un embryon d'État nouveau. C'était le peuple lui-même qui prenait en charge sa propre destinée. On peut penser que toute cette organisation était appelée à faciliter la lutte armée. En réalité, je peux dire que la lutte armée a été menée pour permettre et faciliter l'organisation du peuple pour qu'il puisse régler ses affaires par lui-même. Ce n'était donc pas l'organisation d'un parti, cela ne ressemblait à aucun parti. Et ça, exactement, c'est aussi un des points décisifs si l'on veut analyser et comprendre la lutte armée dans les campagnes du Nord constantinois et dans les montagnes du Nord constantinois. Quelques minutes, malheureusement. Je passerai donc très rapidement sur les conflits internes parce qu'il a fallu aussi non pas seulement conquérir le monopole de la violence, mais aussi conquérir le monopole de la légitimité politique. Et donc, il a fallu régler à l'intérieur les dernières survivances, les derniers résidus du courant messaliste, mais il a fallu aussi remettre en question les décisions prises par le congrès de la Soumam, primauté du politique sur le militaire, de l'intérieur sur l'extérieur, parce que le congrès de la Soumam a aussi intégré une partie de la classe politique antécédente dans les organes de direction, et la Wilaya II a pris sur elle d'organiser des attentats ciblés contre des éléments qui étaient proches de l'ancienne UDMA, contre des éléments qui étaient proches de l'administration française, alors que Abban Ramdan, de son côté, essayait de les intégrer dans les appareils du FLN ou les représentations à l'extérieur. Donc je vais assez rapidement passer sur le moment
aussi d'un tournant qui est celui des opérations du plan Chal. Les opérations du plan Chal qui ont été terribles pour l'ensemble des wilayas les plus importantes, la wilaya 3, la wilaya 2 et la wilaya 4 et 1. Donc, en fait, sans parler de la 5 évidemment, pendant cette période, l'ensemble de ce dispositif dont je viens de parler a été désintégré. Les unités de l'armée de libération nationale qui étaient arrivées quasiment au stade du bataillon ont dû se disperser en petites unités. Des chefs de zone ont dû se terrer dans des casemates pendant des semaines, sinon pendant des mois. Donc l'ensemble des liaisons verticales et horizontales a été désintégré. Et c'est là qu'apparaît quelque chose d'autre, c'est qu'en fait ce sont les auxiliaires, les monadilines et mousseblines, et les fidaïs dans les villes qui ont pris la relève. Et donc, en fait, il se passe quelque chose aussi à ce moment-là, 1959-1960, avec un paroxysme décembre 1960, que vous connaissez certainement, et qui fait qu'on commence à parler à ce moment-là de la guerre du peuple. Et un seul héros, le peuple, ce n'est pas du populisme, c'est quelque chose qui se passe effectivement sur le terrain, reconstitution des réseaux, réorganisation des structures et contre-propagande qui se développe à ce moment-là. Pour terminer et pour conclure, voilà, je vais très vite, je fais beaucoup moins que 20 minutes, je voudrais simplement dire que la lecture actuelle... Tu boucles 20 minutes? Oui, je vais boucler 20 minutes. Donc la lecture actuelle qui nous est imposée quelque part dans des non-dits, dans des incises, comme une sorte, disons, de primauté à la source écrite, en fait, en quelque sorte, comme une source fiable et recommandable, tandis que la source orale, ce serait une source mineure. Je crois qu'il y a un problème qui va se poser sérieusement, c'est que l'ensemble de cette source écrite, comme il a été bien montré pendant tout ce colloque, ce sont les producteurs, ce sont les administrateurs civils et les officiers de l'armée française. Serait-on condamné à ne voir, à n'écrire une histoire de la guerre d'Algérie, du mouvement nationaliste, de tout ce qui s'est passé dans la relation entre l'Algérie et la France qu'à travers ce prisme. Et donc, un autre prisme aussi, ce sont les lectures qui viennent a posteriori et qui nous disent voilà la piste qu'il faut prendre, voilà le matériel conceptuel, voilà les notions qu'il faut peut-être reprendre. On ne dit pas dans certains articles, comme celui de Gilbert Meignier, par exemple, qu'on a fait paraître dans la revue Nord, que vous avez ici en vente, on ne dit pas nationaliste, mais on dit résistentialiste patriote. On ne dit pas, parce que ces résistentialistes, ils peuvent être, on l'a vu, selon les termes de Gilbert Meignier, surtout au sommet de l'appareil du FLN, des étatistes. Si quelques-uns sont des nationalistes, tous sont assurément des patriotes. Alors, en fait, tout ce beau monde va chercher à rentrer dans une nouvelle communauté imaginée. En Algérie, entre le sacré communautaire de base et le sacré communautaire universel, il y eut durablement, selon les termes de Gilbert Meignier, un déficit du national. Mais en fait, ce déficit du national, par qui il est comblé? Devinez par qui? Par les militants communistes, parce que les militants communistes portent en eux une idée de la nation qui est une nation citoyenne, une nation qui dépasserait la communauté, la confession, etc. Or là, je crois qu'il y a donc à faire très attention à la fois au cadrage écrit, oral, mais il y a aussi à faire attention à ce qu'on refuse de voir comme une autre façon de voir la nation, comme une autre façon de voir la communauté nationale qui a travaillé longuement la société algérienne depuis l'entre-deux-guerres et même avant. Pour terminer, je dis à l'intention de mes amis et collègues qui ont travaillé sur le Constantinois que ce qui s'est passé avec l'insurrection d'El-Mokrani, les moments où les officiers de l'armée française commencent à réprimer en disant textuellement dans leur rapport, il faut que la répression soit profonde, brutale et durable. Les régions qui ont été directement la cible de ces répressions vont être les régions qu'on va retrouver le 8 mai 1945 et vont être les régions où on va retrouver les points d'ancrage et de fixation des maquis du Nord constantinois. Je vous remercie.